Bienvenue sur Supraconscience Paris, webzine de la conscience. Des voix, des rencontres pour explorer le réel. Bonjour Pierre, Bonjour. ça me fait plaisir de faire cette rencontre avec toi et de parler de ton nouveau livre qui est La recherche du bonheur intérieur brut, qui est un magnifique livre qui parle de ton expérience et de cette rencontre avec ce moine Pema qui va t'amener dans tes réflexions intérieures et personnelles. Tout à fait. Et pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui es-tu qui es-tu aujourd'hui en quelques lignes parce que tu es un entrepreneur, un start-upper et tu as créé des startups et voilà. Et qui es-tu maintenant après ce voyage et maintenant en fait? Alors, merci pour cette question. Déjà, merci de m'accueillir. Mais là, alors, j'ai de plus en plus de mal à répondre à cette question. Mais je vais quand même, je vais pas l'éluder. Mais c'est vrai que le fameux qui suis-je est plutôt à quoi je m'identifie. Donc, peut-être donner quelques repères, effectivement, avant que ma vie bascule vraiment. Moi, j'ai fait des études scientifiques dans l'agro. Je me suis réfugié dans le travail à outrance suite à voilà, un événement personnel et familial, à la mort de mon frère, de mon grand frère, quand je faisais mes études, justement. Et ça a été le gros drame, évidemment, pour mes parents, mais pour moi aussi. Et mon refuge a été dans le travail à outrance. J'ai développé un peu quelques addictions au sexe, au travail, etc. Et le travail m'a permis de trouver des échappatoires, sans doute à ma souffrance, mais ça, j'y mets les mots maintenant. Et donc, j'ai connu une carrière dans les semences d'une petite société américaine dans les années 90. Puis à cette époque-là, l'arrivée des biotechnologies, de grosses sociétés, de fusion, d'acquisition, etc. En 14 ans, la petite société de semences est devenue Monsanto. Et j'ai dirigé à 35 ans la deuxième plus grosse filiale au monde dans le secteur des semences de Monsanto, qui s'appelait Seminis. Et de cette époque-là, j'étais super sincère dans ce que je faisais. Je croyais qu'il fallait ce type d'agriculture pour nourrir le monde. Voilà. Et puis, ma fille est née et j'ai commencé à m'ouvrir à autre chose. Et j'ai pris le contre-pied, monté une start-up écologique presque pour expier ma faute ou pour, je sais pas, rattraper quelque chose, réparer la planète, enfin des idées un petit peu comme ça. Et j'ai monté une start-up en déposant des brevets. Je me suis associé à un groupe de chercheurs pour valoriser les fruits, en faire des ingrédients nobles. On récupérait des fruits déclassés qui étaient jetés ou enfouis et on en faisait des ingrédients nobles. Bref, voilà. Lever quelques millions d'euros. Donc, continuer un peu mon histoire à succès pour les autres. Et ces moments-là m'ont amené beaucoup d'argent, beaucoup de joie, beaucoup de relations qui étaient flatteuses. Et je continuais à être vide et creux à l'intérieur. J'avais le ventre qui souffrait, etc. Et puis un autre événement qui ont rythmé un peu mon parcours, qui a été la trahison d'un de mes associés, qui a fait qu'ils ont fait un putsch dans mon dos. Je me suis retrouvé viré de ma propre société. Quelques mois après, le capital était ramené à zéro. J'étais ruiné complètement. Et donc, je suis passé professionnellement et personnellement de 25 années où je me posais aucune question sur... J'avançais à complètement ruiné, interdit bancaire, voilà, sans carte de crédit, etc. Et un jour, j'étais dans ma voiture, je faisais une mission de consulting à Marseille où j'habite. J'avais rien. Je cherchais une chambre d'hôtel pas chère et j'ai ressenti une grande sérénité. Et donc aujourd'hui, je suis ce cherchant qui essaye de retrouver le plus souvent possible. Je l'ai retrouvé depuis, je l'ai ouvert encore plus, cet espace où... alors que tout autour est effondré, peut paraître absurde, n'a aucun sens. Soi-même, on n'a plus aucun sens. On se sent parfaitement bien, en paix, presque en béatitude. Même pas presque, totalement en béatitude. Et voilà, donc la façon dont je le cherche, il y a ces rencontres et ce voyage au Bhoutan
qui était, je croyais, par hasard et qui ne l'était absolument pas. Et puis maintenant, je continue à creuser ces mystères de la conscience et de développer des voies pour amener peut-être ce que je croyais être des expériences mystiques, l'amener dans le corps, l'amener dans le quotidien, l'amener dans ma vie. J'ai choisi une vie dans la société et donc d'amener ça. Donc c'est ma quête et en même temps, comme on me demande de partager, ben, j'accompagne aussi à travers des retraites ou des accompagnements en ligne et puis par ce livre. Mais je me mets plus dans une posture de transmission, de partage, de lien que d'enseignant qui aurait compris quelque chose et qui donne un mode d'emploi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je suis un peu à cette croisée des chemins, ou dans cette poursuite de chemin. J'ai 57 ans, j'habite à Marseille. Plus pour très longtemps parce que j'ai vraiment envie de retrouver beaucoup plus de nature et de liens organiques avec notre environnement. Et voilà. Donc je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, mais c'est ce que je pouvais dire un peu sur qui je suis aujourd'hui. Non, mais c'est super comme réponse. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment à écrire ce livre? Parce que ça a venu venir de tes tripes à un moment donné, parce que vu ce que j'entends. Parce que dans le livre, on n'entend pas parler autant de ce que tu m'as raconté à qui je suis en fait maintenant. On sait que tu étais au Tibet à un moment donné, et puis ça commence par là en fait dans ton livre. Ouais, tout à fait. Alors déjà, le pourquoi de ce livre, j'avais été sollicité plusieurs fois pour créer plutôt un livre méthode, entre guillemets, sur ces voies d'exploration de la conscience et surtout comment on peut l'amener au quotidien. Et puis, j'aime faire des ponts. Je n'ai pas renié ma formation scientifique et même mon goût pour la science. Et donc, je fais des ponts entre mécanique quantique et sagesse ancienne, entre l'état d'être en méditation et comment les points de zéro énergie peuvent recoder notre ADN et donc l'épigénétique. Bref, des liens comme ça. Et donc, voilà, on m'a demandé ça et ça ne résonnait pas. Je ne me voyais pas presque figer les choses dans une méthode. Et par contre, lorsqu'on me posait ces questions-là, j'avais régulièrement l'envie, mais j'ai envie de raconter cette bascule, en fait. Comment je suis passé de mes dogmes, mes croyances, à une certaine façon d'appréhender ce que je croyais être la vie. Et donc, je n'étais absolument pas en contact avec la vie. Et voilà. Et donc, il y a 7 jours qui ont vraiment changé ma vie. Et c'est ces 7 jours-là, alors avec l'avant et l'après, mais c'est ces 7 jours-là qui ont vraiment permis à ma vie de basculer et de construire l'homme que je suis en train de devenir aujourd'hui. Donc c'était ça le pourquoi vraiment pour moi. Si on pouvait avoir une chance de comprendre ce que j'explore ou qui je deviens, c'était d'abord en livrant ça, et puis après, si je dois m'exprimer sur d'autres sujets, je le ferai volontiers, mais pour moi c'était fondateur parce que cette rencontre, ce voyage a été aussi la fondation de qui je deviens. Et qui tu es au final. Ben oui, allons directement à l'essence même. Exactement, retrouver ce lien avec notre être véritable. Je ne sais pas, les mots sont pauvres et finalement, même si le français est quand même une langue très riche, parce que tout ça, c'est de l'expérience, c'est quelque chose que l'on ressent. Et je suis souvent embêté, même si j'aime mettre des mots sur les expériences, mais c'est vrai que c'est une rencontre avec soi-même qui se vit et que j'essaye de raconter aussi. Bah, tu racontes parfaitement en fait, parce que tu vis vraiment, tu montres ton exemple personnel de ce que tu as par rapport à ce qu'il disait le moine qui s'appelle Pema. Oui. Et ce que tu as vécu. Donc en fait, on voit bien le vécu et ta transformation au final dans le livre. Et après, moi, je suis pas à l'extérieur avec toi, mais bon, ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est ce que tu exprimes vraiment vibre par rapport à ce que j'ai lu. Et moi, je voudrais revenir sur le premier chapitre de ton livre. C'est la rencontre avec ce moine, Pema, parce que tu es au Tibet, tu apprends la mort de ton père. Oui, tout à fait. Et d'un coup, tu dois retourner en France rapidement et tu passes par Pékin. Et là, tu vois un homme assis et qui te regarde. Et d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé en toi quand tu as vu ce regard où tu étais un peu
dans la souffrance, Mmh. dans cette perte. Qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment-là, quoi? Parce que... Ouais, j'étais au Tibet pour des raisons professionnelles. Je le précise parce qu'en fait, j'étais absolument pas ouvert, à toute forme de spiritualité. Moi, la religion, j'étais plutôt, élevé dans un cadre familial, où, ils se définissaient comme des bouffes-curés. Voilà, donc alors j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, mais j'étais nul en catéchisme et j'avais pas d'appétence pour ça et c'était pas une voie que j'ai creusée et j'étais, jusqu'à ce voyage, au Tibet dans un, sorte de plafond de verre, donc de prison transparente où tout ce qu'on ne peut pas expliquer n'existe pas. Et donc, ça poussait ma curiosité, c'était très bien à expliquer les choses que je ne m'expliquais pas, mais le reste, j'ai pas l'explication, mais si on peut pas expliquer, ça n'existe pas. Et finalement, moi, c'est les bascules, c'est les ruptures qui m'ont fait évoluer. Et là, ça en était une où mon univers financier s'était complètement effondré. Je faisais des missions dans l'agroalimentaire pour non pas me reconstruire, mais essayer de revenir à zéro, c'est-à-dire éponger mes dettes, retrouver une certaine même accès aux soins. Hein. J'avais plus de mutuelle, j'avais plus rien, etc. Et j'avais accepté cette mission d'aller ouvrir une filière de pédagogie bio. Et le plateau tibétain, côté chinois, la province du Qinghai, est un des principaux producteurs de qualité, etc. Donc j'étais là, et mon père était malade, était en phase terminale d'une récidive de cancer, et je savais qu'il n'en avait plus pour très longtemps, et il me l'avait dit, mais il m'avait dit avant de partir, vas-y, parce que je ne voulais pas y aller, je voulais être là à ses côtés. Il m'a dit non, je t'attends. Et donc il y avait une sorte de promesse, et je suis parti, et en fait, à la fin 2 jours avant la fin de ma mission, ma mère m'appelle, et mon papa venait de décéder à ce moment-là, dans un lieu, je ne vais pas spoiler tout le livre, mais dans un lieu particulier, et qui est pour les bouddhistes le troisième pôle, l'endroit où le ciel rencontre la terre, et mon papa a choisi de partir à ce moment-là, quoi. Moi, le cartésien, c'est déjà un premier choc, et il va y en avoir d'autres, et la rencontre avec Pema, donc du coup, tout se bouleverse, il me faut rentrer en urgence, je suis à 5 heures de route du premier aéroport, encore 3 heures de vol pour Pékin, bref, je ne suis pas encore rentré dans le sud-ouest pour retrouver ma maman et l'aider à organiser les obsèques de mon père. Et une fois, donc beaucoup d'agitation, mes contacts chinois sont adorables, ils mettent en place toute une chaîne de personnes pour m'aider à trouver un vol, à une place, changer mes plans, m'amener là, etc. Et le seul moment de répit, c'est quand je suis dans l'avion, que je me pose, et là je me relie à mon papa, il n'y a plus d'agitation, mon téléphone est coupé, je ne peux rien faire d'autre que... Et alors... peut-être la hauteur, peut-être je sais pas quoi. Je suis connecté là, je ressens la présence de mon père, alors que c'est quelque chose qui est étranger à mon vocabulaire, à mes ressentis à cette époque-là. Et dans cet avion, en fait, je rencontre Pema, sans savoir que c'est lui, mais déjà dans l'avion, par sa présence. Et alors que j'ai la tête tournée vers le hublot, il y a une sensation qui m'enveloppe. Et ça va être une des premières ouvertures vers les ressentis, vers le sensoriel, et vers une approche finalement de la spiritualité qui n'est pas du tout celle que je m'imaginais. Et donc je me retourne et je vois une personne qui me sourit avec un beau sourire. Et là, je me suis dit, mais il n'a jamais vu d'occidental. Ça faisait 15 jours que j'étais dans des... j'avais croisé juste un ornithologue norvégien qui faisait un reportage sur un oiseau très rare de l'Himalaya. Donc, je me suis dit, ben voilà, il a des pensées, franchement, avec du recul. Je me dis, mais c'est incroyable. C'est comment les pensées arrivent avec des schémas, des schémas dont on aurait presque honte. Et puis, je reviens dans mes pensées. Et la deuxième fois, je ressens encore plus fort cette présence. Je me retourne, c'est toujours lui. Là, je me dis, mais il doit être gay. J'ai toujours eu la cote avec les gays, etc. Bon, je ne sais pas si c'est mon énergie, etc. Donc ça allait très bien, il n'y avait aucun problème avec ça. Mais voilà, deuxième pensée très bizarre. Et puis finalement, on débarque à l'aéroport, et avec une suite
d'aberration pour moi, le scientifique cartésien mental. Je suis quand même une petite voix qui me dit d'aller au carrousel de bagages alors que ma valise est enregistrée pour Paris, donc j'ai rien à faire là, j'ai juste à me diriger vers la sortie, j'ai 3 heures avant mon prochain vol, j'ai rien à faire au carrousel de bagages. Et effectivement, j'ai rien à faire parce que le carrousel, tous les gens prennent leur valise, la mienne ne sort jamais. Et on est deux à attendre, il y a ce gars et moi. Et donc, on va se rapprocher, je ne sais pas qui le premier prend la parole. Il me dit qu'il s'appelle Pema, qu'il est moine bouddhiste. Moi, je lui dis, je viens de perdre mon père, voilà. Et puis sa réaction fait que même si je sens de la compassion, il en fait pas plus qu'à que ça, il y a absolument zéro pathos. Donc je me dis, bon voilà. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, c'est sympa, et on échange les coordonnées, on parle un peu, il me dit qu'il est du Bhoutan, c'est très exotique pour moi, ça titille mon côté explorateur. Mais ça reste très en surface. Ça reste, ouais, c'est chic de rencontrer, enfin c'est rare, c'est un peu chic aussi de rencontrer un moine bouddhiste qui était en civil, parce qu'en Chine, il ne se baladait pas trop en tenue de moine, qui est du Bhoutan en plus, c'est encore plus exotique ce petit royaume. Il me montre des photos avec la famille royale du Bhoutan, etc. Et il me dit, si tu veux venir, je serais ravi de te faire. Je lui dis un oui comme ça, on échange nos coordonnées, je me dis, je ne le reverrai jamais ce gars. Et je vais prendre mon avion, on se quitte là. Et ça me prendra 1 an et demi avant d'aller le revoir. Après, il faut découvrir dans le livre Ouais. toutes les histoires qui arrivent. Mais t'as aussi, dans ton livre, tu le construis chaque chapitre sur le PIB. Et en fait, parce qu'au Bhoutan, c'est leur doctrine, c'est sur le bonheur. National brut, c'est le BNB, Ouais. le bonheur national brut, qu'ils appellent le Growth National Happiness, et c'est leur indice de mesure du développement du pays. Ouais, tout à fait. Bah, je trouve ça génial quand même, comme taux, comme... Oui, c'est incroyable. Alors, ça, Pema me l'avait pas dit. C'est bon, bien sûr, j'ai fait quelques petites recherches, mais il y avait quand même une réticence, comme si il y avait déjà une invitation à pas trop surcharger mon mental, à pas trop projeter, et alors que je savais pas du tout que j'irais au Bhoutan un jour, mais je cherchais pas trop, mais j'avais creusé cette histoire de bonheur national brut, qui est un vrai indice, donc avec 4 piliers, qui sont la bonne gouvernance, le respect des traditions et d'où on vient, le respect de la vie, etc. Et donc chaque pilier est lié à des indicateurs où on va mesurer l'épanouissement et comment les habitants se sentent avec l'accès au bonheur et se sentent de plus en plus heureux. Alors, ils ne se réclament pas le pays le plus heureux, mais ils veulent suivre l'évolution de cet indice de satisfaction et d'accès au bonheur des habitants pour déterminer si leur action va dans le bon sens. Et donc, ils mesurent non pas leur croissance et leur richesse et leur taux de développement avec des critères économiques ou matérialistes, mais sur le bonheur des habitants. Et j'ai trouvé ça à la fois, comment dire, assez incroyable dans le sens, je me dis, mais c'est totalement naïf, etc. Et finalement extrêmement courageux, parce que résister à toute la pression de mesurer avec d'autres indicateurs et de tomber dans ce format mondial. Et je pense que c'est un des seuls pays, et c'est un tout petit pays, 600 000 habitants, perdu au milieu de l'Himalaya, coincé entre la Chine et l'Inde. Donc autant dire que c'est un petit poussé au milieu de 2 géants. Et il mesure ça, et d'où le titre aussi, puisque j'ai dans cette quête qui a été la mienne, ou dans ce chemin-là, plus qu'une quête, c'était pas une quête à ce moment-là, dans ce chemin du mental, de la surface, du matériel, vers quelque chose de plus subtil, d'intangible, d'immatériel, mais qui nourrit vraiment. J'ai essayé de revenir de ce voyage qui m'a profondément marqué. Comment je peux l'intégrer? Je me suis dit, pourquoi pas m'appliquer moi-même, non pas à une nation, mais à ma planète intérieure, qui est un concept qui m'est cher, m'appliquer à moi ces piliers-là, et donc finalement rechercher mon bonheur intérieur brut. Donc à chaque fois, chaque chapitre, tu annonces
Qu'est-ce que tu as découvert à ce moment-là? Ouais, tout à fait. Et ça s'est fait par paliers parce que je pense que, en tout cas, c'est mon chemin. Je m'ouvre petit à petit parce que je pense que quand les marches sont trop grandes, ça rebondit, ça rentre pas. Et je pense qu'il y a tout un travail de préparation, d'ouverture, un petit peu comme si on me permettait de détendre les chairs pour pouvoir accéder plus en profondeur. Et donc, oui, il y a eu vraiment chaque jour une marche de plus, non pas pour ascensionner, mais pour descendre encore plus vers l'intérieur. Et c'est là que ce double mouvement se fait. Ouais. Et dans le bouddhisme, on parle beaucoup d'attachement aussi, de sortir de cet attachement. Et avec, parce que, bon, on fait un petit saut, hein, parce qu'on va pas. Je laisse découvrir quand même Bien le livre, sûr, hein, parce qu'on bien va chercher sûr. un peu plus dans Mm. ton intériorité et dans ce que tu as Mm. véritablement vécu dans ce voyage. Ouais. Et tu parles d'attachement. Et qu'est-ce que ça t'a fait comprendre, en fait, au fur et à mesure des enseignements de Pema, Ouais. des discussions que tu as avec lui? Tu te mets de plus en plus en intériorité avec toi-même, et d'un coup, il y a les liens d'attachement sur le matériel, etc. Et dans le livre, on sent bien la rupture avec tout ça au final. Mm. Mm. Il y a une grande prise de conscience au final. Ouais, tout à fait. Il y a, et elles se font à plusieurs niveaux. Et ce qui a été vraiment à la fois paradoxal, et maintenant je trouve que ça l'est de moins en moins, c'est que j'étais formaté, je pense que nous sommes aussi éduqués comme ça, à d'abord comprendre avant d'aller plus loin. Et là, je ne comprenais pas. Pema m'a fait de longs cours sur l'ego, sur l'identification, sur l'origine de la souffrance. Et j'ai encore les images. On est en train de monter un monastère très haut, un des plus vieux monastères du Bhoutan, avec une école monastique très, très cotée pour les bouddhistes tibétains. Et donc, il parlait de l'ego, du soi, de l'identification à soi avec le I. Et j'ai mis longtemps à comprendre que quand il disait I, alors il levait son doigt comme ça. I, why I suffer because I. Alors il parlait, je parle pas très bien anglais, pardon, mais lui encore moins bien. Donc, et donc ma compréhension ne comprenait pas où il voulait en venir dans cette histoire d'identification. Et puis il m'a placé ensuite par la méditation, par son énergie, par la présence, par tout un tas d'autres pratiques ou façons de faire, à ressentir en fait que lorsque quelque chose se développe en nous, mais sensoriellement, la paix, la sérénité, la sécurité, et pour moi ça a été la clé, c'est me sentir en sécurité sans projeter cette sécurité sur la mère, le père, le grand frère que j'avais perdu. Et la vie m'a enlevé toutes mes figures de sécurité. Mon grand frère, qui était un vrai repère pour moi, on n'avait pas beaucoup d'écart en plus, donc je le suivais partout, etc. Il est mort à 19 ans, moi j'en avais 18, donc ça a été un premier repère de sécurité pour moi qui tombait. Ensuite, mon oncle est mort très jeune et c'était mon mentor, mon oncle. On avait des liens, on était voisins, j'étais tout le temps avec lui. C'était un sage, mais discret, humble, mais qui avait une grande sagesse. Il est mort jeune aussi. Mes parents, affectivement, je les ai perdus à la mort de mon frère parce qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc, ce qui a été je le ressentais très injuste. J'étais survivant, mais il ne pouvait même plus s'occuper de moi parce que c'était trop dur. Et donc, j'étais en insécurité permanente. Je ne le savais pas. Et donc, je suis allé chercher dans le travail, dans les relations, dans la maison, avoir des amis. Pour moi, ça passait par faire les plus belles fêtes ou être celui qui recevait le mieux. Donc, il me fallait de l'argent pour que ma fille qui venait de naître ou ma compagne de l'époque, on continue à former en apparence cette belle famille. Il me fallait plus d'argent, il me fallait en économiser, en gagner plus. Donc j'acceptais aussi plein de compromissions, plein de travail finalement qui m'éloignait de profiter de ma famille. J'étais tout le temps en déplacement au nom de justement pouvoir en profiter. Donc c'était paradoxal, mais je n'avais pas. Donc tout ça était un cheminement d'identification, de recherche de sécurité là-dedans. Et bien sûr, comme les moyens que j'avais mis en place fonctionnaient, je me suis trouvé intelligent, bosseur, etc. Et donc je me suis aussi identifié un certain nombre, on pourrait dire, de qualités, comme
quand dans mes addictions, par exemple au sexe, etc. Voilà. Donc tout ça faisait que je venais coller l'expérience que je vivais avec la façon dont je la voyais ou dont je pensais d'eux. Et ce grand retournement pour moi a été de vivre par l'expérience plutôt que de comprendre. La compréhension est venue après, que finalement je pouvais ressentir en étant à 6000 kilomètres de chez moi, la reliance. Que je pouvais ressentir la paix avec mon père alors qu'il était mort. Que je pouvais me relier à mon frère, voire même lui demander des choses, recevoir ses conseils, alors que physiquement il n'est plus là. Donc finalement, cette sécurité que je recherchais apparaissait comme par magie, hein. Et je garde toujours cet œil très étonné de ce mystère qui apparaît. Mais par contre, la sensation, elle, n'est pas magique parce que le corps se détend, notre système nerveux se régule. Et je vois bien tous les paramètres biologiques qui font que finalement, ce chemin de distance que l'on prend entre ce à quoi on s'identifie ou ce que l'on prend comme vérité, finalement, ne résiste pas à l'expérience. Résiste à l'analyse mentale, mais ne résiste pas à l'expérience. Et cette dissolution est très douce, en fait. Même si elle est perturbante, parce que j'ai perdu mes repères avant de pouvoir peut-être être confortable à vivre sans repères ou vivre avec le je ne sais pas. Et ça, c'est marrant, parce que c'est pas du tout un mantra tibétain, hein, mais c'est mon mantra. Et le je ne sais pas me permet d'ouvrir un espace, alors que le je sais le referme. Et donc, j'ai apprivoisé à vivre sans savoir, à accueillir le prochain pas avec curiosité, sans avoir à définir lequel, alors que j'étais le roi du plan A, du plan B, du plan C, du tableau Excel. Et si j'avais un choix à faire, je faisais des critères discriminants, je pondérais les choses. Enfin bon, voilà, c'était un cauchemar mathématique pour prendre une décision simple. Mais et là, voilà. Donc vraiment, pour moi, la bascule, je dis pour moi parce que je ne sais pas comment les autres vivent finalement, mais même Pema, hein, on a échangé beaucoup et on continue à échanger parce que on a noué une relation où on se nourrit mutuellement, même si il poursuit son chemin bouddhiste, il est maître, il prend encore plus d'engagement, donc encore plus de fonctions, etc. Et son chemin de vie aussi fait qu'il peut partager encore plus, mais on ne se considère pas de maître à élève, on se considère, lui aussi, me considère comme un ami qui l'aide à réfléchir sur son propre chemin, donc on se co-développe et j'aime beaucoup cette idée-là. Et donc, ce chemin sans fin, hein, d'identification et de désidentification est une gymnastique, en fait. Et pour moi, la mécanique se fait dès que je sens que je suis dans l'analytique, dans les pensées, dans la pensée logique, j'essaie de revenir à comment ça s'exprime en moi, comment je le ressens. Et du coup, de laisser vivre ça en moi. Et finalement, de calmer un peu le mental par accéder à son sensoriel, au corps, ce que on fait dans beaucoup de pratiques, hein, par le souffle, par la respiration, par les yogas, etc., permettre de revenir au corps. Et ce n'est pas une finalité, mais c'est un portail accessible qui nous permet d'accéder à autre chose, mais sûrement qu'on en parlera. Quand je t'écoute, il y a deux choses qui me reviennent à l'esprit. La première, c'est l'expérience que tu as eue quand tu as eu la véritable méditation et tu as dit de fixer un point. Et là, tu as vraiment senti une nouveauté en toi, une transformation. Et je me rappelle, tu étais un peu haut dans le livre, on voit bien, on sent bien la transformation finalement. Ouais, tout à fait. La méditation shamatha, tu te réfères à celle-là qui a la particularité de se faire les yeux ouverts, tout à fait. De ne pas durer trop longtemps. Par contre, elle est incroyable. Alors celle-là, je la pratique. Et d'ailleurs, Pema m'avait dit, si tu dois en pratiquer qu'une, fais celle-là. Et donc, on fixe un point. Et on s'exerce à ramener notre esprit sur le point. Évidemment, un bruit, un oiseau, une voiture qui passe, nos pensées qui s'évadent, qui vont ailleurs, on les ramène sur le point. Et il existe une fraction de seconde, mais là on sort du temps à cet exact moment, où lorsque on a tout amené sur le point,
autre chose s'ouvre. Et c'est extrêmement déstabilisant. Moi, dans mon cas, ma vision s'est brouillée, comme pixelisée. Les repères tridimensionnels de perspective se sont mis à bouger. Un petit peu comme je me rappelle, je n'avais pas conscience de cela, mais ces espèces de dessins où selon comment on se met, apparaissent des formes en 3D ou se fondent dans les petits carrés, etc. C'est exactement ça. Donc moi, j'avais les montagnes, les hauts sommets de l'Himalaya. Tu m'as fait faire ça en plus à un col d'altitude, donc le paysage était incroyable. Et en fait, le paysage s'est mis à bouger, à pixeliser, à voir les choses autrement. J'avais une sorte de vertige. Et en même temps, je sentais que c'était... Moi, j'étais parfaitement immobile et c'était tout mon environnement qui était en train de changer. Et ça, c'était la première fois que je vivais ça et ça m'a interpellé. Et alors maintenant, j'y mets un petit peu plus d'explication. En fait, notre perception de la réalité est très partielle. Nous sommes tellement limités par nos sens qu'on ne capte des petites fenêtres de la réalité. Par les oreilles, on va appeler ça le son, par les yeux, on va appeler ça lumière, etc. Et donc, notre cerveau est en permanence en train de reconstituer les zones que l'on ne perçoit pas pour qu'on ait l'illusion d'un continuum, etc. Et là, comme on élargit tellement notre champ perceptif par ce type de méditation, que le cerveau n'a pas de référence, il n'a pas d'image à nous envoyer. Et donc, du coup, on fait l'expérience de percevoir sans savoir ce que l'on perçoit, mais par contre en ayant totalement la conscience que l'on perçoit. Et donc c'est presque inracontable parce que on est en plein paradoxe, mais quand on le vit, c'est pas paradoxal. Quand on le raconte, on ne fait que raconter des paradoxes, et dans l'expérience, on ne vit pas un paradoxe, on résout le paradoxe, et on résout les grands paradoxes de je suis unique et pourtant je suis relié, etc. Et donc finalement, mes grands paradoxes existentiels trouvent leur réponse dans l'expérience, pas dans l'explication. C'est de la transcendance. Ouais. C'est qu'on arrive dans cet état de transcendance où on Ouais. est relié au tout, mais on reste nous-mêmes. Exactement. Et on est conscient Ouais. de ces deux, c'est même pas des dimensions, de ces deux états qui cohabitent, dont l'un embrasse l'autre, parce que quand même, un a les bras plus larges que l'autre. On ressent vraiment l'énergie qui est une énergie bien plus grande que nous, en fait, à ce moment T. Hein. Ouais. Et on accède vraiment à cette gratitude au fond de nous. Hein. Il y a vraiment ce lien d'amour qui est là, et qui est présent, et qui s'ouvre, qui s'ouvre vraiment pleinement à l'intérieur de nous. Ça fait vibrer à l'intérieur. Bon. Mais ouais, c'est exactement ça. Et ces changements d'état physique m'ont un peu interpellé. Parce que j'arrive au bouton. Pas seulement mon monde s'est écroulé, la tête en vrac, mais mon corps est en vrac. J'ai l'intestin poreux, rectocolique hémorragique, c'est pas diagnostiqué, c'est incurable, etc. Je suis perclus de tension, j'ai mal au dos, aux épaules en permanence. Bref, en apparence, ça va, mais l'intérieur est vraiment en vrac. Et là, je fais des expériences d'état de détente musculaire, etc., qui font que j'avais l'impression depuis combien de temps je n'ai pas vécu ça. Et ça a pris un petit peu de temps, parce que le temps de la matière, lui, a son temps. Il est relié au temps, lui. Mais par contre, voilà, j'ai réparé mes tissus, j'ai plus du tout les symptômes inflammatoires permanents que j'avais, etc. Donc, ce mouvement-là que l'on perçoit a son prolongement ensuite dans le corps. Et donc, ça a été un grand changement pour moi aussi, de voir que finalement, ces notions qui, pour moi, étaient absolument pas transposables dans la vie, ces notions spirituelles, que la conscience précède la matière, ou que à l'origine était alors le logos, le son, la voix, l'étincelle, peu importe, et qu'ensuite la matière s'est formée. Ça n'avait pas de sens pour mon approche scientifique. Et par le vécu, en fait, je vois bien que cette connexion, se laisser traverser par, tu
parlais d'amour. Je pense qu'on n'a pas de meilleure définition, de meilleurs mots pour traduire cette énergie-là. Et elle permet ensuite de modeler notre environnement. Et notre premier environnement, c'est celui de nos cellules, du noyau de nos cellules, notre corps. Et donc, c'est vraiment un mouvement du cœur du cœur de l'être vers l'extérieur. Et, euh, et ça fait super la transition parce qu'on va parler de l'intériorité en fait. Et, et ton voyage avec Pema, en fait, c'est un accélérateur pour toi pour rentrer dans ton intériorité et voir comme quoi l'extérieur reflétait aussi où on en était dans notre intériorité au final. Et il m'a permis d'aller là où je fuyais depuis 50 ans. Enfin, peut-être pas 50 ans, parce que les premières années de ma vie, je pense que je n'ai pas du tout fui ça, mais c'était naturel, donc je n'avais pas conscience que j'étais connecté à tout ça. Mais assez rapidement, l'école, le formatage, l'éducation, la façon dont on est récompensé, qui finalement on trie les enfants dès leur plus jeune âge sur ceux qui savent mémoriser, apprendre, restituer. Donc, tu es intelligent, tu es bien, tu auras les meilleurs postes, etc. Donc, du coup, on ne développe que certaines capacités. Et j'avais perdu mon contact à l'intérieur. D'autant plus que mon intérieur parlait à travers le corps, mes tripes. Et là, ce n'est pas une image, hurlait au sang, etc. Donc, je n'avais mes pulsions addictives. Je sentais bien que ça me prenait, je le sentais physiquement venir du ventre. Donc, plonger à l'intérieur, non, j'avais absolument aucune envie. Donc, j'ai fui ce lien avec l'intérieur parce qu'encore une fois, je pensais que j'allais tomber face à mes monstres cachés, à plein de choses comme ça. Et toute la finesse, finalement, de la rencontre avec Pema, c'est que il m'a parfois... Juste, on entrait dans un temple, il parlementait un petit peu avec le moine qui était là. On accédait à une autre salle, donc je comprenais que s'il n'y avait pas Pema, on n'aurait pas accès. Il me mettait sous une statue, il me disait juste oh, very holy, donc c'est très sacré, voilà tout ça. You want to meditate? Tu veux méditer? Bah oui, je suis un peu venu pour ça. Ok, sit down et meditate, c'est tout. Et aucun discours, juste. Et en fait, cette rupture avec la parole, la compréhension, etc., a fait que j'ai pu ouvrir. Donc, il m'a amené pas à pas, même si ça a été très rapide, mais c'était très progressif, c'était doux. Je ne l'ai pas du tout vécu comme un processus violent, à venir retrouver non pas un monstre, non pas la douleur, non pas tout ce que j'avais peur si j'allais voir, et donc je fuyais. Et j'ai ressenti la douceur, j'ai ressenti la satiété de tous mes sens, j'ai ressenti vibrer l'amour, des larmes sont montées, j'ai ressenti la vie. Avec des montées d'énergie de vie, d'énergie de Kundalini, d'énergie sexuelle. On peut y mettre tous les noms que l'on veut, mais c'est un flot qui est à la fois très doux et très puissant. Et donc finalement, c'est une expérience très douce, non traumatisante, d'accéder à son intérieur et ce que je fuyais. Donc finalement, j'ai commencé à rentrer à l'intérieur quand j'ai cessé de fuir. Et est-ce que tu penses que comme maintenant tu portes de l'importance sur l'écologie, sur la bio, sur le bio, etc., sur l'équité, et est-ce que tu penses que la Terre a aussi son intériorité et qui exprime son extériorité, en fait, qui attire Est-ce que tu vois est-ce qu'on est tous reliés dans le monde, mais est-ce qu'elle-même, la Terre, elle a sa propre conscience, donc sa propre intériorité, et donc elle exprime ce qui se passe en extérieur, en fait, ces mouvements? Alors oui, je vais faire une réponse en 3 lettres, oui, mais peut-être la développer aussi. Et sans aucune notion de vérité, hein, mais en tout cas, j'explore ce que je me représente comme une sorte de supra-organisme, en fait,
où justement cette connexion n'est pas une connexion seulement invisible, vibratoire, que l'on peut ressentir en ouvrant pleinement justement notre accès à cette capacité à ressentir, on va appeler ça de l'extrasensorialité ou nos capacités extrasensorielles, mais encore c'est des mots pour dire on perçoit très finement des mouvements d'énergie, mais je pense que toute l'expression unique d'une bactérie, d'un ensemble, la Terre, d'un grain de sable ou d'un ensemble de cellules qu'on peut appeler Pierre Lapoujade ou François Xavier, baigne dans un champ plus large et que chaque mouvement de l'un affecte l'ensemble, et comme si on se réharmonisait en permanence avec tous les mouvements. Et donc, on se réharmonise en permanence, et je pense que chaque mouvement de la Terre, mais allons plus loin, l'univers est en expansion constante. Donc, on ne peut que s'harmoniser avec ça, parce que l'immobilité n'existe pas. Et encore paradoxe, elle existe à partir de ce point où on englobe l'ensemble et on se relie à l'ensemble. Et donc, chaque mouvement de la matière implique que l'ensemble de la vie se réharmonise avec ça. Alors, on se réharmonise en conscience, on se réharmonise sans conscience, ou en mettant des résistances, ou en voulant rester et en faisant le lien avec l'identification, avec l'attachement, comme ça c'est bien et je veux surtout pas en bouger, je reste là, sauf que je suis en train de tendre un élastique dans un monde qui est en permanence en train de se réharmoniser et avec une part de moi qui veut surtout pas bouger de là où elle est. Et donc c'est comme ça que l'élastique se tend jusqu'à ce qu'il puisse casser. Alors moi il s'est cassé par des épreuves de vie, pour d'autres ça va se traduire autrement, et puis pour certaines, elles ne vont pas attendre que l'élastique se casse et elles vont pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec ça. Donc oui, la conscience des astres, la conscience des formes de vie, j'ai trouvé une porte un peu de sortie à ce cas de conscience, parce que en français, la conscience est à la fois notre capacité du cerveau, cette capacité psychologique finalement, à pouvoir avoir conscience, donc vivre pleinement une expérience, une couleur, une pensée, etc. Et alors ça maintenant, je l'explore aussi sous l'angle biologique avec ce fameux seuil de science que nos neurones en faisceau permettent de... tous les signaux qu'envoie le ventre, certains passent ce seuil-là et donc on les accueille en conscience. Donc j'ai conscience de la température de l'air, du goût d'un aliment, etc. Mais si ça passe pas le seuil, le signal est toujours là, mais j'en prends pas conscience. Donc on a le mot conscience qui désigne cette capacité-là, mais qui est très locale, qui m'est propre à moi. Et puis, il désigne aussi un ensemble beaucoup plus grand à mes yeux. Et donc, selon dans quel plan on va se passer pour dire conscience, pour moi, on ne décrit pas tout à fait la même chose. Et donc, là, cette conscience de la Terre, pour moi, est vraiment... peut-être qu'elle a sa conscience locale, comme nous avons la nôtre, mais ça... j'en sais rien. Par contre, pouvoir ressentir ce qui nous unit et ce qui nous relie et ce qui nous fait, qui nous guide finalement dans l'évolution des formes de vie, celle-là est finalement tangible, concrète. Et c'est paradoxal finalement de dire que cet invisible-là est beaucoup plus concret que les images que nous envoie notre cerveau. Et en fait, il y a... Comme tu parles d'expériences qui nous rigidifient, en fait, et l'élastique qui se tend, est-ce que d'après toi, les expériences de la vie est faite, on n'a pas le choix, en final? Est-ce qu'on a vraiment quelque chose, un choix dans cette évidence-là? Ou alors, est-ce qu'on peut réfléchir à l'avance si on prend ce chemin-là, ou ce chemin B, etc., C ou D? Ou alors, est-ce que c'est déjà pas, entre guillemets,
préprogrammé en final. J'en sais fichtrement rien. Mais évidemment que cette question est extrêmement importante. Si on leur ramène la question du libre arbitre ou du déterminisme, etc. Parce que tu as eu le choix en final de partir au Bhoutan Mais ouais. ou pas. Alors, c'est ça. J'aime bien ramener à qui a choisi finalement. Et peut-être que c'est une des possibles réponses à cette question qui, je ne sais pas si elle a une réponse, parce qu'il y a quelques questions qui pour l'instant, je pense, m'occuperont jusqu'à la fin de mes jours pour essayer de trouver une réponse, mais c'est de sacrés moteurs pour avancer. Celle-là en fait partie. Je crois que nous avons une partie de décision et qui va venir influer la façon dont nous allons vivre la prochaine expérience. Maintenant, je pense que ça, c'est des petites oscillations et dans un chemin peut-être un petit peu plus large qu'on pourrait appeler une destinée, peut-être que la destinée, c'est ce que l'on a tracé de ce chemin-là. Et donc, elle s'écrit à chaque pas. Donc, ça nous donne un certain libre arbitre, une certaine capacité à finalement sortir d'un chemin pour en emprunter un autre. Maintenant, si j'essaye de porter mon attention comme si je revenais en arrière au moment où j'ai pris la décision, mais que j'allais encore plus fin, j'en sais rien si je l'ai réellement prise, la décision. Et ça, c'est cette part-là, comme si c'était ce moment-là d'impulsion, j'en sais fichtrement rien en fait. Est-ce que c'est moi qui me raconte que j'ai pris, parce qu'effectivement, à un moment donné, j'ai verbalisé une intention, j'ai pris des actes, etc. Je vais dire, c'est mes pensées, puis ma capacité d'agir, etc. Ou, si j'agis d'un espace non mental, c'est ma capacité à me laisser porter par la vie, l'univers, Dieu, mettez-y les noms que vous voulez, le champ de Planck, peu importe, par l'amour, cette force-là et donc je laissais suivre, mais encore une fois, ça c'est mon cerveau qui se raconte une histoire. Donc si j'essaye de revenir au moment, c'est comme essayer de revenir au Big Bang, quoi. J'en sais rien, j'y arrive pas en fait. Plus je m'en rapproche, plus ça se resserre, mais j'en sais rien. Et de ce j'en sais rien, j'en sais réellement rien. Si finalement c'est là que la force créatrice nous amène dans un chemin et ensuite on va y mettre encore une construction logique de j'ai pris ma décision ou j'ai pas pris ma décision, mais dans les deux cas, finalement, c'est celui qui veut tuer l'ego, c'est toujours l'ego. Hein, donc, on en est là. Et donc voilà. Donc, mais c'est une question qui, je pense, est à la fois fondamentale et qui, peut-être que son énergie même, c'est de continuer à se la poser, quoi. Peut-être que l'essence même de cette question est de nous permettre de maintenir un mouvement conscient, d'avoir ça, plutôt que d'y trouver une réponse comme une vérité absolue. Parce que quand on voit Pierre, tu as eu des successions de vie et tu as été à un moment T, parce que s'il n'y a pas eu toutes ces successions de vie avant, il n'y avait pas eu cette cohérence peut-être au Tibet. Absolument. Et donc, tu es venu s'incarner à ce moment T, cette expérience. Et après, au final, est-ce que ces expériences-là, plus on voit extérieurement, plus on prend conscience de toute expérience, comme quoi elles sont justes pour nous à ce moment T. Donc, on n'est plus dans une façon de voir est-ce que c'est bien, est-ce qu'en fait, le mental switch au final. Parce qu'on sait que, quoi qu'il arrive, on a les capacités à passer outre l'expérience qu'on va vivre. Ouais, exactement. Et au fur et à mesure, la souffrance n'est moins présente, même si elle est toujours présente, mais dans une autre façon d'accueillir cette souffrance, en fait. Et donc, on change de paradigme, au final. Tout à fait. Oui, je partage vraiment pleinement ta vision. Et peut-être, comme tu as employé le mot souffrance, et mon chemin en a été bien pavé, c'est notre résistance au changement qui crée cette souffrance. On parlait d'identification, tu as mené sur ces points-là, sur l'attachement, mais l'attachement, en fait, c'est la résistance à suivre le changement à chaque seconde, quoi.
chaque seconde, c'est déjà une éternité. Mais oui, suivre ce mouvement fluide. Et en ce sens-là, finalement, nos décisions sont des petits, des petits zigzags sur un chemin plus large, ou sont ces moments d'inflexion qui font qu'on va construire, mais encore quelque chose qui va être impermanent, en fait. Et donc, le fait que chaque pas nous amène aussi dans un chemin impermanent, finalement, la question du choix. Voilà. Et encore. Et en fait, c'est l'impermanence. L'impermanence, c'est un principe bouddhisme important aussi, la loi d'impermanence. Et je veux revenir, parce que l'esprit, le mental, l'ego, on voit très bien les schémas qu'on se fait, les scénarios qu'on peut se créer en fonction de chaque situation, et d'arrêter d'avoir ce scénario. Et qu'est-ce que tu mets en place, toi, pour stopper ce moment T, quoi. Quand ça s'emballe trop, le mental s'emballe, concentré. Oui, alors, déjà, on va lever un mythe. Personne n'est zen H24, 365 jours par an, surtout si on choisit de vivre une vie avec une famille, avec des amis, une activité professionnelle et ancrée dans la société, quoi. Donc, c'est plus facile quand même dans les montagnes du Bhoutan, à 3500 mètres, avec l'air pur, les cèdres de l'Himalaya et mon copain Pema juste à côté avec sa douce présence. Mais il n'empêche que même lui, je l'ai vu être désaligné, je l'ai vu dans le mental, et c'est super ok parce que c'est enseignant aussi. Donc moi, ma façon de replonger, je passe par le corps. Et je passe par des étapes parce que pour moi, ça m'est très difficile lorsque je m'aperçois que en fait, les pensées sont présentes, que je tourne en boucle dans la recherche d'explications, dans la logique, le pourquoi, etc. Je me dis, oula, ça y est, tu t'es fait embarquer, et puis c'est une pompe à énergie énorme, hein, le cerveau et l'activité cérébrale. Et donc là, je reviens au sens, et je n'ai aucune sensibilité à ce moment-là. C'est-à-dire que je reviens à des sens plutôt grossiers, parce que vouloir passer de l'agitation mentale à la perception fine extrasensorielle de la connexion au grand tout, pour moi, c'est impossible comme ça. Et ça arrive parfois, mais c'est plus des états de grâce qui s'ouvrent immédiatement qu'un cheminement volontaire. Et dans mon cheminement volontaire, je vais choper une première sensation, y porter mon attention. Une deuxième, souvent les yeux fermés, parce que l'œil et le trajet du circuit d'information entre le fond de l'œil, le nerf optique et certaines zones du cortex font qu'on réagite le cerveau très rapidement, sauf à s'entraîner à Shamatha régulièrement. Et ça aide. Et donc, je vais chercher un sens, un deuxième sens, un troisième sens. Et là, on est plus sur une voie proche du chamanisme, où 3 sens et l'observateur se tait, 4 sens, l'ego se dissout, 5 sens, le canal central s'ouvre. Les bouddhistes appelleraient ça la Kundalini, mais donc la connexion se fait. Et donc, je vais par les sens apaiser, vidanger un petit peu l'activité cérébrale, rééquilibrer. Et c'est vraiment les vases communicants, en fait. Alors maintenant, on le sait avec les travaux, par exemple, de Joe Dispenza ou d'autres, où notre activité cérébrale qu'on peut mesurer correspond en miroir à des états d'être ressentis dans le corps. Et donc, la régulation du système nerveux, la détente musculaire, etc., sont pour moi des préliminaires à pouvoir ensuite ouvrir à des perceptions plus sensibles et donc à des connexions plus fortes. Dit autrement, j'essaye ma corde de guitare, elle ne peut pas faire un joli son si elle est trop tendue ou si elle est trop lâche. Et donc, c'est cet état de juste équilibre, mais qui n'est pas toujours le même. Donc, du moment, ce juste équilibre du moment que je vais chercher par les sens. Un sens, 2 sens, 3 sens. Et là, je vais utiliser des choses gratuites que j'ai sous la main, y compris dans un bus ou pas chez moi, l'air qui rentre dans mes narines, me toucher un petit peu les épaules, les bras, des zones neutres émotionnellement, pas des zones douloureuses ou qui ont été traumatisées, des zones neutres. Et puis petit à petit, puis là je peux fermer les yeux, et puis je peux rentrer dans mon intérieur. Et maintenant, avec un peu d'entraînement, en fait, ce chemin se fait de plus en plus rapide, et là où je ressens une petite perception de il y a un petit quelque chose qui se détend, je
peux faire grandir ça, je peux lui donner de la place. Et ce petit mouvement qui se détend devient presque un spasme qui détend tout sur son passage. Et là, je sais que je suis à nouveau centré dans l'ouverture et conscient de mon entourage, parce que ce qui m'intéresse, j'en ai fait quelques-uns de magnifiques voyages, mais à la fin du voyage, je n'avais pas transformé ma réalité. Donc, ou en tout cas, ma vie incarnée, mon corps, mon expérience terrestre, etc. Donc, je me suis dit, mais finalement, le miracle, c'est peut-être pas de faire voyager l'esprit, mais c'est de ramener la conscience dans le corps, dans chacune de mes cellules. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire. Quand je connecte, j'ouvre cet espace-là, me dire, OK, maintenant, comment il peut venir irriguer chacune de mes cellules, rentrer au cœur du noyau de mes cellules. Et je pense que là, on touche vraiment à une notion d'évolution. On fait évoluer notre forme humaine, on recode on répare nos cicatrices. Maintenant, aujourd'hui, scientifiquement, on a quelques évidences et de plus en plus de travaux qui montrent que cet état de méditation profonde ou si on y va par la mécanique quantique d'atteinte ou de se rapprocher du point de zéro énergie ou d'état de conscience élargi, de connexion, etc., sont reliés avec la réparation de cicatrices épigénétiques, le changement de sécrétion de neurotransmetteurs qui nous font atteindre d'autres états psychologiques, qui permettent au corps de sortir du mode inflammatoire, etc., etc. Donc, il y a un prolongement dans la chair, dans notre expérience, d'atteindre cet état. Et donc, c'est extrêmement productif. Ce n'est pas juste finalement un loisir sympa pour être calme, mais c'est aussi une forme, à mon sens, de participer individuellement à peut-être amener ce brouillon que nous sommes à évoluer à une forme, on pourra toujours l'appeler humain ou pas, ça c'est pas le débat, mais une forme de vie qui peut-être est un petit peu plus connectée, un petit peu plus reliée, a accès à des potentialités un petit peu plus importantes que uniquement celles du mental, avec un petit peu de fonction biologique. Et donc même si c'est formidable, parce que notre dernier joujou dans l'évolution, l'être humain, son dernier joujou, c'est les cortex frontaux qui prennent toujours plus de place, etc. Donc, OK, on est une superbe machine à enregistrer de l'information, de la trier à une vitesse incroyable, mais le cerveau ne fait que travailler avec de l'information passée et nous faire des projections du futur. Ce qui se passe là, maintenant, ce n'est pas le cerveau qui est relié à la vie. Ce qui est relié à la vie, c'est notre capacité à ressentir cette vibration qui nous traverse au moment où elle nous traverse. Et donc, c'est pour ça que je vais chercher par le corps à ramener mon esprit le plus focus. Shamatha, finalement, c'est une sorte de shamatha vers l'intérieur, ou en allant dire à mon cerveau... non pas il faut que tu te taises parce que moi ça marche pas et puis je veux enlever les pensées plus jamais, mais va chercher une sensation, une autre, jusqu'à la finesse. Et finalement, une sensation, c'est quoi? C'est la rencontre de ma structure énergétique, donc de mon unicité, avec toutes les vibrations qui m'entourent. Donc, la vibration naît de la rencontre, une sensation naît de la rencontre de notre unicité avec l'unité. Et donc, dès qu'on peut y porter finalement notre attention dessus, on vient au point exact de rencontre de nous et l'univers, finalement. Donc, plus on va revenir sur nous, donc il y a aussi, faut faire attention, on va avoir des peurs qui vont arriver. Parce que d'un coup, on va avoir cette basculement, est-ce que c'est juste? Et donc, on revient toujours, c'est revenir vers soi tout le temps, en fait. Et pas affronter aussi ces parts d'ombre et les accepter. Et comme accepter, c'est déjà faire un grand chemin d'accepter ces parts d'ombre, parce que c'est dire, OK, je suis comme ça, en fait. On a des multiples casquettes, en fait. Notre ego a des multiples casquettes à chaque instant T. Et moi, je dis souvent que ces multicasquettes, il faut les accepter. Et les utiliser en fonction des situations qu'on vit. Et plus on prend conscience de ça, plus on voit que c'est OK, j'ai utilisé cette casquette-là, pas parce que j'en avais besoin à ce moment T. On n'est pas tous, faut pas être... Le monde des bisounours, ça n'existe pas au final. Non, et c'est même renier finalement ce qui est vivant en nous.
vouloir se couper de la peur qui m'envahit, de l'angoisse, ou même du blocage, ou de la honte, etc. Finalement, c'est renier ce qui vit et qui demande à s'exprimer en nous. C'est ma façon de voir l'acceptation, en fait. L'acceptation a été très méthode couée chez moi pendant un moment. Donc, c'était oui, j'accepte, pensée positive, j'enlève toutes les négations de mes phrases, machin, tout ça, etc. Mais en fait, j'acceptais rien du tout. Je fuyais encore. J'effaçais, je mettais sous le tapis, je ne voulais pas voir. Et la véritable, pour moi, l'accueil, je parle plus d'accueil que d'acceptation, mais en tout cas, c'est mon premier pas, c'est d'abord accueillir. Et accueillir, c'est pas encore une fois, c'est pas une mécanique mentale de compréhension, c'est d'aller vraiment pleinement voir ce qui se joue. Et c'est comme ça que je suis passé à accueillir ma douleur, mon inflammation, ou une émotion, ou même dans mes addictions. J'avais honte de mes comportements et même de me sentir esclave, prisonnier, et de ça. Je me disais, non, mais quand même, c'est là, etc. Et quand j'ai ressenti, en fait, que ce que je voulais, c'était pas être un mauvais garçon ou quelque chose comme ça, c'est que dans ce comportement-là, il y avait un moment, même si c'était fugace, une sorte de ah oui, c'est bon, etc. Et c'est ce qu'on a envie de ressentir, en fait. Et c'est le moyen que l'on met en œuvre pour ressentir cette détente, ce bien-être, ne serait-ce que quelques secondes, qui va nous coûter de mettre en place plein de comportements. Et donc, si on a conscience qu'on peut atteindre, et donc là, c'est pas la fuite, c'est pour moi, l'accueil, c'est celui-là, c'est d'aller au contact, suivre la contraction de la peur physiquement, suivre le dégoût jusque-là, sans se faire violence, sans retraumatiser, mais venir tout doucement, sans chercher explication, où est-ce qu'il se situe en moi, ressentir la sensation physique, lui donner le droit d'exister en nous, peut-être de se répandre, de prendre plus d'espace. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable dans le processus d'accueil somatique, finalement, presque physique, vibratoire, de ce qui se joue en nous. C'est que tout ça, ce sont des jeux énergétiques. Et l'énergie a une façon, c'est que plus on la comprime, c'est-à-dire on la réduit dans un espace restreint, plus elle est intense. C'est le mécanisme du Karcher, des compresseurs, du laser, où on met très peu d'énergie lumineuse, mais concentrée sur un point minuscule, ça peut percer des blindages. Par contre, cette même quantité d'énergie lumineuse, au lieu d'être pointée sur une surface minuscule, vous la mettez sur ce projecteur qui fait presque 1 mètre de diamètre, ça fait une belle lumière, mais ça perce aucun blindage. Et si au lieu, ça a le diamètre, je ne sais pas, de la ville de Paris, ça fait un petit halo lumineux. Et si on lui donne tout le volume du cosmos, on ne s'aperçoit même pas que c'était une lumière. Donc, c'est la même chose pour nous, ces mémoires que l'on a de situations dont on a voulu se protéger, et donc on a mis en place des réflexes de fuite, de se contracter, de se conduire d'une certaine façon pour ne pas être abandonné, pour être aimé, pour survivre, etc., sont toujours là. Et donc, ils sont intenses. Plus on les renie, moins on veut les voir, moins on leur fait d'espace, plus cette énergie devient intense, jusqu'à nécroser les tissus, créer des maladies, créer de l'inflammation, etc. Et dès qu'on va lui donner un petit peu plus d'espace, de volume, elle va devenir plus fluide, se détendre. Et là, on a encore un de ces paradoxes où, lorsqu'on offre son corps, par exemple, à la douleur ou à une émotion débordante, eh ben, il y a le cerveau qui dit ah non, parce qu'on a peur qu'on ait cette intensité. Et voilà. Et dès qu'on en fait l'expérience une première fois, on se dit, mais en fait, je associe le fait que je donne plus de volume à sa baisse d'intensité. Et ça baisse tellement d'intensité que ça peut se transformer en quelque chose de doux. Donc, toute douleur aiguë ou toute émotion extrêmement confrontante, en lui donnant plus d'espace en nous, mais physiquement, c'est-à-dire pas juste une belle pensée de j'accueille, mais je prends quelques secondes pour venir y mettre mon attention, lui proposer ma présence et lui permettre de prendre plus d'espace en moi. L'énergie change de forme,
commence à recirculer jusqu'à devenir assez fluide, de quitter l'enveloppe physique, parce qu'on est un corporeux. Hein. Si on regarde déjà au microscope, on voit toutes les pores, alors si on le regarde encore à une échelle plus fine, dès que l'énergie est un peu plus libre, et donc là, elle va se répandre, et on peut parler là réellement de libération. Parce que d'un coup, ça libère les cellules, les atomes, etc., dans tout notre corps. Exactement. Ça fait pouf. Exactement. Ouais, C'est, j'ai beaucoup l'image quand t'as parlé. Ce que je représente aussi pour moi, c'est d'un coup quand on a dans ces pardons, ou c'est même, je me vois souvent faire, je prends et je les accueille comme si je faisais un grand câlin avec moi-même, en fait. Hein. Et je dis, merci d'exister, quoi. Parce que c'est grâce à toi que j'en suis là, et merci. Hein. Merci pour cette compréhension. Bon, ça se fait pas du jour au lendemain, on va dire, mais au fur et à mesure, plus on prend conscience de cette ombre-là, parce que sans lumière, il n'y a pas d'ombre, et ça va ensemble. Tout est, en fait, tout est parfait, en fait. Il y a vraiment dans le fonctionnement de l'être humain, une perfection qui est juste majestueuse. Il faut prendre conscience de tout ça. Et donc, qui me vient à la question, pour toi, qu'est-ce qu'est la conscience? Parce qu'on en parle un peu. Et où ça se place pour toi dans ta vie de tous les jours, parce que c'est déjà un point de prendre conscience de ce qui nous arrive en nous, en fait, hein, et comment on vit cette expérience ou ce traumatisme. Mon expérience de la conscience, en fait, c'est de venir, non pas me relier parce que je suis jamais séparé, mais de venir porter mon attention sur les effets d'être relié. Et donc, dit autrement, c'est ressentir ce champ plus large dans lequel on baigne, qui nous constitue, qui se contracte, qui prend différentes formes. Et pour moi, c'est ça, la conscience. En fait, c'est ce champ qui n'est pas vide, d'énergie potentielle. Alors, l'équipe physique quantique appelle ça le champ de Planck, les bouddhistes appellent ça la vacuité, etc. Mais ce vide-là, on sait aujourd'hui qu'en fait, c'est le réservoir d'énergie non manifestée. Et de ce champ-là, l'énergie va se mettre en mouvement. Dès qu'il y a un petit mouvement, elle va se mettre en mouvement, elle va se condenser, elle va devenir pensée, matière, etc. Et tout ça reste dans une sorte de champ cohérent. Et c'est cette sorte de champ cohérent dont je n'ai aucun mot pour autre que j'appelle conscience. Cette sorte de force qui permet à tout mouvement de ne pas être finalement incohérent et de garder cette cohérence-là. Peut-être une des découvertes qui m'a le plus impacté et fait le lien entre science et spiritualité, c'est cette notion que on disparaît et on renaît à chaque instant. C'est que notre perception du mouvement ou du changement, en fait, c'est tout s'effondre à une échelle de temps que l'on ne peut pas percevoir et tout réapparaît avec un très léger changement. Hein. Et ton clignement de paupières, alors là je grossis le trait, en fait, tout ton être a disparu, tout ton être s'est recréé à l'identique, sauf que la paupière n'était pas exactement au même endroit. Et moi, je vais le percevoir comme un changement de paupière. Mais ça, c'est valable pour tout en tout temps. Où il semble, je mets des pincettes un peu conditionnelles avec... et donc, ça montre bien qu'on a besoin d'une force qui maintienne la cohérence. Parce que si tout s'effondre, pourquoi il renaît etc. Et voilà. Et pour moi, c'est une approche un peu par défaut de la conscience, parce que il me semble que je la ressens, mais je dis il me semble parce que je ne sais pas s'il n'y a pas encore autre chose derrière. Et ça, je garde cette part extrêmement ouverte et humble de je suis arrivé nulle part. Donc plus ça va, plus j'ouvre des choses. Donc je me dis, il y a encore plein de choses plus fines à découvrir, donc plus vastes. Mais vraiment, à la fois ma représentation et mon expérience de la conscience, c'est
toucher cette force, ou en tout cas ressentir les effets de la force, faute de pouvoir la toucher, ressentir les effets de cette force régulatrice qui permet, dans une expansion permanente, dans une réharmonisation permanente, dans une disparition et renaissance permanente de tout en tout temps, de maintenir une cohérence à tout ça. Je voudrais bien repartir dans d'autres questions parce que d'un coup, ça m'amène dans d'autres questions parce que tu parles beaucoup de temps. Et c'est la dernière question, parce qu'on va pouvoir encore débattre longtemps sur plein de choses, c'est le temps. Parce que tu parles beaucoup sur des espaces-temps et on sait très bien qu'au fur et à mesure, le temps n'existe pas. C'est une création purement humaine qu'on a créée pour un peu gérer, mais le temps n'existe pas. Donc au final, on est dans ce présent, mais notre présent est déjà passé. Et notre présent et le futur est déjà passé, en fait. Et en fait, on est tout le temps dans ce point-là de vibration au centre, où d'un coup, on peut aller chercher même le futur. Fibrillement, par exemple, on peut chercher le futur, le ramener dans le présent, parce que le futur n'existe pas encore. Et il dit le futur est déjà là, et le passé est encore là. Et nous, on est là au milieu de tout ça. Exactement. Et c'est vraiment relié à cette discussion autour de la conscience. C'est que d'un point de vue de la conscience, le temps n'existe pas. Et en même temps, il existe dès que je porte mon regard sur mon expérience manifestée. Et donc, tant qu'on et là aussi, c'est l'acceptation de ce paradoxe qui n'en est pas un. C'est qu'à l'échelle des mouvements énergétiques du vide vers la manifestation et ses allers-retours, etc., le temps n'existe absolument pas. Et par contre, l'expérience que j'en fais, elle est dans un corps qui a un cerveau. Le cerveau a une mémoire et la mémoire est un attachement. Et d'ailleurs, Nassim Haramein s'était permis, avec beaucoup de malice et d'humour, de contredire Einstein en disant je ne vais pas parler d'espace-temps, je vais parler d'espace-mémoire. Et en fait, c'est la mémoire qui crée le temps, en tout cas le temps chronos, tel que on le voit défiler, on se le représente linéairement. Ça, c'est parce qu'on a un repère de temps. J'ai un repère de dans quel état tu étais là, comme j'ai encore cette image-là et que je superpose la nouvelle image de toi, je viens de créer une ligne de temps. Mais si je suis dans la perception de toi pleinement, si au lieu de te regarder comme une personne extérieure, j'étais pleinement connecté à ton énergie, à la mienne, et je n'étais que dans ce champ-là, il n'y a pas de temps. Et c'est ce qui me vient à l'esprit d'un coup, c'est que en fait, on rajoute notre mental, on active le mental pour interpréter quelque chose. On découpe, si on arrivait à tout instant à plus vivre, à avoir cette représentation mentale qui se joue, mais juste une ressenti et une perception, et de plus s'attacher en fait, pour cet attachement encore. Et on aura une autre façon de voir les choses et de vivre les choses. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai eu une expérience, parce que ça aussi, la distorsion de l'espace-temps et la gestion du temps est quelque chose qu'on peut vivre concrètement. On peut faire l'expérience et je pense que tout le monde l'a fait, même sans être grand méditant, mais dans une interro écrite à l'école, etc. Quand on est super concentré, on ne s'aperçoit absolument pas de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, cette notion d'espace et de temps, l'espace étant ce que je ressens, ce que je perçois sensoriellement, vibratoirement de l'extérieur, et le temps étant cette mémoire, l'activité cérébrale qui me crée une référence, les deux étant, je crois qu'Einstein disait, c'est presque une constante de 1, donc ça veut dire que si on active notre activité cérébrale, on diminue notre espace, c'est-à-dire notre perception des sensations, notre sensorialité, notre perception fine de ce qui se joue. Et à l'inverse, lorsque on rentre en état de méditation et que l'on calme nos ondes cérébrales et qu'on arrive dans des états cérébraux extrêmement calmes, en fait, on ouvre un champ perceptif immense et donc notre relation au temps devient quasiment nulle. Et donc le temps là n'existe quasiment pas et on a ouvert pleinement notre champ de conscience, notre champ sensoriel. Et le point où il n'existe plus du tout, a-t-on encore conscience qu'il n'existe plus du tout ? Je pense que non. Je pense que là, on est du coup dans un état où on n'a plus conscience qu'on a conscience et on est dans une autre dimension où on est pleinement dans l'espace de non-temps. Mais là, supposition. Bon, après, parce que d'un coup,
c'est intéressant. Mais, toutes ces discussions, parce que ça amène aussi sur le pouvoir de l'écoute. Parce que quand on est dans cette situation, comme je suis avec toi, quand je me mets en écoute, c'est véritablement où je coupe mon... Il n'y a plus de mental, je suis vraiment en présence avec toi et dans le moment présent et je t'écoute et d'un coup, on fait que ça en fait. Ouais. Et d'un coup, on arrive à rentrer dans le champ de l'autre et voir la vibration de l'autre. Il y a toute une dynamique. On voit, après, il y a plein de choses qui peuvent se passer aussi invisibles qui apparaît devant nous. Le champ, l'aura, etc. qui apparaît. Donc, c'est tout ça. C'est cette notion de cet instant T qu'on coupe ce mental et qu'on reste avec nous-mêmes dans cette connexion avec nous et cette ouverture de cœur, en fait. Moi, je reviens toujours à cette bienveillance et cet amour de gratitude qui est là et qui est juste magique, en fait. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour cette rencontre, ce livre. Je vous conseille, maintenant il est dans toutes les bonnes librairies. Oui, il est sorti il y a quelques jours. Et achetez-le. Et c'est quoi, est-ce que tu as, dernière question, pas la question, mais est-ce que tu as des... de toute façon, je mettrai tous tes ateliers aussi, ton site internet, etc., sur la description de YouTube pour ceux qui intéressent à aller voir plus ce qu'il fait Pierre dans le Sud. Je ne sais pas s'il fait plus ça dans le Sud, je pense, mais allez le voir s'il fait des ateliers. Et ce serait pour ouvrir, calmer l'esprit, revenir sur soi intérieurement. Je pense que c'est une bonne pratique à l'heure actuelle, vu l'extérieur. Retrouver notre intériorité et pas se faire disperser par la peur de ce qui se passe. Et faut encore plus. Il y a quelqu'un qui me disait ici c'est le pissenlit, on soude dans le pissenlit, puis d'un coup ça part partout dans les ondes internet pour que les gens puissent avoir un peu de chaud dans le cœur, d'avoir parce qu'on voit que tout le monde a la vie bien difficile et il y a des souffrances comme tout le monde et en fait on met des actions en place et voyez ce qui se passe si vous mettez les actions en place. Il n'y a que vous qui pouvez changer de paradigme au final. J'aime beaucoup cette image du pissenlit parce que ce sont chaque petit volant en minuscule plume, c'est une graine. Ouais. Et je crois que c'est exactement ce que Pema a fait avec moi. Il n'a pas forcé les choses, il a permis de semer des graines et certaines ont germé immédiatement. Et d'autres continuent à germer et je ne sais pas combien il y en a. Et donc à mon tour, j'essaye justement de ne pas forcer, de ne pas convaincre parce que je suis dépositaire d'aucune vérité, mais peut-être de permettre, créer les conditions, pouvoir partager, pouvoir se connecter, ouvrir ces espaces-là pour que les personnes puissent à la fois recevoir ces graines et créer l'état dans lequel elles vont pouvoir germer, s'épanouir. Et ces micro-changements en fait, qu'on peut faire à tout âge sont incroyablement rapides en fait. Et dès qu'on s'y ouvre, le changement est immédiat. Et donc un petit pas, un deuxième petit pas change une journée, quelques journées par semaine changent notre vie, etc. Donc c'est ces petites ruptures, petits changements dans lesquels la vie s'engouffre et qui font au final de grandes différences. Merci encore à toi, Pierre. Merci pour l'invitation. Partagez cette vidéo. Mettez des commentaires. Pierre répondra aux commentaires pour ceux qui veulent. Et partagez, likez, transmettez ce message. Plus il y aura de transmission, plus je pourrai encore créer d'autres vidéos. Et merci à vous d'écouter Supraconscience.